Bonsoir à tous. Eh bien, on va commencer. Merci à tous d'avoir répondu présent. Merci aux élus, merci aux ministres, merci aux entreprises, merci à tous ceux qui sont là. Je me présente en 2 mots. Je m'appelle Arnaud Bergerot, je travaille dans le conseil en développement durable chez Goodwill et je suis aussi co-animateur du comité En Marche du 3e arrondissement. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la Semaine européenne du développement durable. Je suis sûr que vous le savez tous déjà. Et du coup, on a souhaité mettre en avant la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Ça s'appelle la RSE, pour ceux qui ne connaissent pas. Et qu'est-ce que ça veut dire RSE? La responsabilité sociétale des entreprises. On est un certain nombre à être convaincus que la RSE, ça doit s'inscrire au cœur des modèles économiques de l'entreprise. C'est pas un coup de com', c'est pas quelque chose qu'on fait à côté. La RSE, ça peut être rentable, ça peut permettre aux entreprises de créer de la valeur. En fait, vous allez avoir autour de cette table ronde des exemples concrets de PME parisiennes qui s'engagent dans la RSE et qui l'ont inscrite au cœur, dans leur ADN. Donc je ne parle pas plus longtemps, je vais céder la parole à Xavier Giraud qui nous fait le plaisir de nous accueillir, puis Madame et Monsieur le ministre vont nous dire un mot, et puis on enchaînera sur la table ronde, et ensuite on pourra échanger autour d'un verre. Merci, bonne soirée. Bonsoir. Donc, je suis ravi de tous vous recevoir. Je vais parler juste 2 secondes. Donc Xavier Giraud, je suis le créateur de ces espaces, il y en a 3, bientôt 4, 5. On en parlera autour du bar tout à l'heure si vous voulez. Moi, quand j'ai créé les Open Mind Café, c'était il y a 4 ans, je sortais d'une période pas toujours sympa pour les gens de 50 ans qui tout d'un coup se font virer les lambeaux. Moi, j'ai eu du bol, j'ai pu rebondir, mais je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc la première chose que j'ai fait dans le premier lieu, j'ai accueilli gratuitement une association qui s'appelle la Tortue Bleue, et qui s'occupe de salariés qui ont eu quelques soucis, essentiellement dans la com. Et puis après, je suis allé bosser, c'était la première fois de ma vie, parce que je vais de droite, j'étais catho, j'avais jamais fait du bénévolat, c'était toutes les tares possibles et imaginables, mais un jour, au printemps de 2010, il y a un monsieur qui est venu faire un discours que peu connaissent, un super discours au printemps d'optimisme, et j'ai dit, voilà, cet homme, je le suis, et donc je me suis retrouvé au QG l'année dernière pendant un petit bout de temps, et j'ai fait une rencontre incroyable, un garçon qui s'appelle Aziz François Eldiaï, et Aziz m'a dit, c'est bien ce que tu fais pour les chômeurs de plus de 50 ans, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour tout le reste et pour tous mes copains des quartiers difficiles? Donc en fait, ce qu'on fait, et on a démarré et on va continuer, c'est que ces lieux sont ouverts à 8 associations qu'on a sélectionnées comme un arc de vie, des associations qui s'occupent d'enfants, et le soir, il n'y a pas grand monde qui les aide à faire leurs devoirs. Donc ces associations-là, 2 associations qui sont un peu mes chouchous, les déterminés, les Life for Good qui s'occupent de prendre des jeunes qui ont envie de monter des startups. Et eux, ils n'ont pas de coworking, ils n'ont pas de committing, ils n'ont pas de co-living, ils n'ont pas des lieux comme ça. Donc on leur ouvre gratuit et on les coach. Et puis toujours, moi, parce que j'ai les cheveux blancs, des assos qui s'occupent des seniors qui ont besoin d'être un peu remotivés, digitalisés, etc. Voilà. Donc ça, c'est ma petite contribution. Et cette petite contribution, Benjamin était dans un grand groupe qui avait des grands lieux. Mon rêve, c'est que ces groupes fassent comme moi, c'est quand ils sont vides, ils s'ouvrent à des gens qui en ont besoin. Voilà. Et puis tous les lieux de formation qui ont besoin de se transformer. Quand on veut faire des formations innovantes, on ne peut plus aller dans des lieux pourris. Voilà. Et bonne soirée. Ça marche. Ça tombe bien. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus à cette rencontre. Merci de nous accueillir ici. Moi, je suis un habitué des lieux, parce que, 1, j'habite pas loin. 2, 1, 2, 3, 4, dans 1, 2, 3, 4, il y a 3, et je suis député du 3e arrondissement et du 10e. Et puis, on a passé quelques moments ici assez sympathiques, avec des fluides que nous avons incorporés avec modération, puisqu'Agnès Buzyn nous écoute, mais avec néanmoins un réel enthousiasme, disons-le. Vous dire qu'on va avoir un temps d'échange, moi je vais être plutôt très court sur l'introduction, que la question de la RSE, au fond, elle rejoint une démarche que le président de la République a souhaité qu'on engage
dans la transformation du modèle économique et social français. La RSE vient se plugger là-dessus. C'est le changement de paradigme. Et au fond, c'est la bataille la plus compliquée à livrer, parce qu'on peut faire des lois, on peut changer des textes. Nous avons ici un éminent parlementaire qui sera absolument inarrêtable sur le projet de loi Pacte, que je ne vais donc pas trop défricher, sinon je tue son intervention. Donc je suis un garçon qui suis dans la bienveillance, je n'en dirai que quelques mots, c'est pas une angoisse. Mais les textes et les règlements ne suffiront pas. Et le président de la République, il a pour habitude de dire que on réussira les changements sociétaux qu'on a engagés, on réussira à transformer notre modèle économique et social si on arrive à engager les personnes, les individus, parfois les individus qui sont réunis dans des associations, parfois des individus qui sont réunis dans d'autres organisations humaines qu'on appelle les entreprises. Et En Marche est né d'un constat qu'il a établi, et moi je me souviens, je pense que Stan, tu te souviens des discussions qu'on avait au tout début du lancement de cette aventure un peu folle, qui était qu'il était à l'époque ministre de l'économie, et il nous disait, moi voilà, je vais me balader dans les territoires, et je rencontre à chaque fois des gens absolument formidables, qui ont monté une entreprise, sont dans le monde associatif, opèrent dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, bouleversent la vie des gens qui sont dans ce territoire. Et il y a quelques exemples célèbres qui reprenaient souvent. Il y en a un qui déteste qu'on prenne son exemple, donc je ne le nommerai pas. Mais c'est un jeune type centralien qui, plutôt que d'aller bosser dans un grand groupe, comme ça a pu arriver à votre serviteur, a fait le choix, lui, d'aller à Marseille, dans les quartiers nord, créer un incubateur, créer du lien social, et a changé la vie très concrètement de centaines de gamins des quartiers nord de Marseille. Et à chaque fois, Emmanuel, il leur disait, mais le président de la République, il leur disait, est-ce que vous êtes engagé politiquement? Il dit, surtout pas. Les partis politiques, on ne sait pas trop à quoi ça sert, c'est des machines pour se faire élire, mais au fond, il n'y a pas de débat. Il disait, mais pourtant, vous faites de la politique. Vous êtes pleinement engagé dans la vie de la cité, et régulièrement, il nous disait, c'est dingue, moi, avec la loi que j'ai travaillée, que j'ai fait adopter, qui est une des lois les plus conséquentes du quinquennat précédent, la fameuse loi Macron, j'ai peut-être moins changé la vie et moins impacté la vie d'entreprises, des personnes qui y travaillent, des territoires où elles sont implantées, des territoires où elles se développent, que ces entrepreneurs qui soient à la fois dans le domaine de l'économie sociale et solidaire ou dans l'entrepreneuriat plus classique ou dans le monde associatif, eux, ils changent la vie des gens. Et c'est au fond ça qui est le cœur de ce qu'on est en train de bâtir et qui ne se règle pas que par la loi ou par le règlement, mais qui se règle par une bataille culturelle. Et une bataille culturelle qu'il faut conduire, qui est difficile parce que il y a en France une image de l'entreprise qui n'a pas toujours été très bonne. On a longtemps fait de la RSE dans les grands groupes, on appelait ça le social ou le greenwashing selon. Mais où, et moi j'ai été confronté dans ma vie professionnelle, j'ai travaillé dans un grand groupe, le CAC, etc. Et où ce qui a frappé le service des ressources humaines de ce grand groupe, où on gagne bien sa vie, on a des belles progressions de carrière, on part à l'international, etc., c'est que les jeunes diplômés posaient des questions qu'ils ne posaient pas il y a 15 ou 20 ans. Et que moi, quand je sortais de l'école, on ne posait pas des questions sur qu'est-ce que vous faites pour les communautés dans lesquelles vous travaillez ou auprès desquelles vous travaillez. Quelle est la part des politiques inclusives que vous développez au sein de l'entreprise? Quel est votre rapport aux questions environnementales? Est-ce que vous avez développé du financement de vos projets par des obligations vertes? Bref, un tas de sujets qui a beaucoup désarçonné la DRH du groupe dans lequel je travaillais, alors qui en plus est une marcheuse désormais de la première heure, et qui donc a pris à bras-le-corps ce sujet de comment est-ce qu'on fait venir les talents. Et la RSE, c'est pas uniquement une manière pour l'entreprise d'afficher des choses vers le monde extérieur, c'est aussi une manière pour l'entreprise de se regarder elle-même et de faire une promesse qui va un peu au-delà de l'objet social traditionnel de l'entreprise pour les gens qu'elle souhaite attirer en son sein, pour ses collaborateurs, y compris aussi pour ses prestataires, et il y a des exemples célèbres d'entreprises qui se sont montées et qui ont bouleversé le business model de leur secteur d'activité, de leur filière industrielle, parce qu'ils ont fait le choix radical parfois de dire, voilà, moi je vais produire sans émission de gaz à effet de serre tel produit, et ça ne s'est jamais fait, je vais me donner 15 ou 20 ans. Il y a des entreprises célèbres qui ont fait ce choix-là, et qui ont changé structurellement la manière dont les filières s'organisent, et la manière dont leur secteur s'organise, et qui ont fait la différence. Et ça, on le sent dans le monde financier. Le président de la République a mis
tout en place. Il y a eu le One Planet Summit, il y a eu les engagements qu'il a eu sur le changement climatique, par exemple, et ça, Brune parlera bien mieux que moi. L'idée de, par exemple, faire de Paris la première place financière et la capitale de la finance verte en Europe, c'est pas une idée qui a simplement comme vocation à être, à être présentable sur le plan environnemental. C'est aussi un facteur de compétitivité et d'attractivité de la place financière de Paris. Et c'est cette réconciliation du paradigme entre l'économique et le social. Et vous savez, nous, on fait du travail de réconciliation sur à peu près tout. Alors, on a renoncé à réconcilier la gauche et la droite, donc on a décidé de prendre les gens qui étaient prêts à la réconciliation venant de gauche et de droite. On a essayé de réconcilier le capital et le travail dans le budget qu'on a voté et dans ce qu'on a fait sur le marché du travail. On a essayé de réconcilier aussi l'urgence du temps court et le temps long, et de réinscrire le champ, l'action politique dans le temps long. Et là, avec le projet de loi Pacte, que prépare Bruno Le Maire, auquel Stan a beaucoup œuvré, beaucoup participé sur la question de l'objet social, sur la question de l'intéressement et de la participation, du juste partage des fruits de la croissance, eh bien, on veut changer le paradigme, on veut réconcilier les choses. Et la RSE est un élément de réconciliation. Au fond, d'attente, je crois profondément assez générationnelle, je le dis, de la part des jeunes qui sortent de l'école, des moins jeunes qui en sont sortis depuis déjà quelques années, mais qui cherchent du sens et qui veulent donner du sens à leur vie professionnelle au sein de leur entreprise, au-delà de la fonction qu'ils occupent dans l'entreprise. Donc c'est pour nous un élément de la bataille culturelle qu'on conduit. On va y mettre les éléments législatifs, vous pouvez compter sur nous et sur la détermination sans faille du gouvernement, du président, qui vont se bagarrer sur la partie réglementaire et législative, mais après, c'est aux entreprises de s'en emparer. Et on ne veut pas fonctionner par la contrainte. On croit assez peu au fond à la contrainte parce que vous trouvez toujours des mécanismes pour contourner la contrainte, ou pour vous en affranchir, ou pour faire croire que vous la respectez sans au fond avoir une démarche vraiment sincère. On veut nous fonder notre expérience de gouvernement sur la confiance, et ne pas commencer par la contrainte. Et donc c'est vraiment avec cet état d'esprit-là qu'on a travaillé, que le projet de loi sera présenté le 20 juin au Conseil des ministres, il sera débattu au Parlement à la rentrée, et où il y aura ces éléments essentiels. Donc nous, on est là aussi ce soir pour beaucoup écouter ceux qui pratiquent, parce que c'est bien d'être croyant, mais c'est encore mieux d'être pratiquant, et donc ceux qui pratiquent la RSE, pour essayer d'aller prendre des bonnes idées, d'abord parce que quand un projet de loi arrive au Conseil des ministres, il n'est jamais bouclé, il est toujours amendé, enrichi par le travail que font les parlementaires. Alors ce travail, il a été fait très en amont sur ce projet de loi, puisqu'on a eu 6 binômes, un parlementaire, un chef d'entreprise, qui ont travaillé sur tous ces sujets qui vont structurer le projet de loi, mais qui peuvent encore être enrichis et permettre, au fond, que les pouvoirs publics n'ont pas face à la place d'eux, mais mettent à la disposition des entreprises les bons outils pour qu'elles fassent, et pour que la bataille culturelle puisse se conduire, et que vous la conduisiez chacun dans les entreprises dans lesquelles vous opérez, dans les entreprises où vous travaillerez demain, dans les entreprises que vous créerez après-demain. C'est bien là l'objectif que nous poursuivons. Voilà moi ce que je voulais vous dire très brièvement en intro, et je cède la parole à la plus grande spécialiste du sujet, Brune Poisson. Bonjour à toutes et à tous. Moi je suis très heureuse d'être ici, heureuse surtout parce que je sais que je suis dans une salle où il y a beaucoup d'entre vous, beaucoup qui sont dans l'action. Et c'est essentiellement ça, je considère que ça fait partie entièrement de mon travail de secrétaire d'État, que de repérer, d'identifier ceux qui font et d'essayer de passer à l'échelle. Et donc, c'est aussi pour ça que je vais essayer de ne pas parler trop longtemps, parce que je veux qu'on ait un peu de temps pour discuter, même si après je suis attendue ailleurs. En tout cas, j'espère qu'on aura un temps d'échange et que je pourrai faire remonter certaines des innovations et en passer certaines à l'échelle et les partager avec ceux avec qui je travaille. En tout cas, peut-être pour revenir à la base, le développement durable, qu'est-ce que c'est ? On a chacun notre définition finalement. Parfois, je passe des journées entières à essayer de comprendre ce qu'un tel veut dire par développement durable ou pas. Pour moi, c'est très simple, c'est tout simplement de concilier le progrès économique avec le développement social et la préservation de l'environnement. Alors, dit comme ça paraît assez évident. Mais quand vous êtes dans l'élaboration de politiques publiques et aussi dans le combat politique, finalement, c'est loin d'être évident. Parce que quand on regarde ce qu'ont fait les écologistes, les Verts, eux, ils étaient clairement dans une opposition, un antagonisme entre l'entreprise et l'environnement.
Pour eux, les deux, c'était presque incompatible, et ça l'est encore beaucoup aujourd'hui. Et puis du côté des Républicains, eh bien c'est l'inverse. De toute façon, si on veut se développer économiquement, et ça doit être d'ailleurs la priorité, eh bien on ne peut pas le faire en donnant de l'importance et en mettant l'environnement au centre des pratiques. Et je crois que le gouvernement auquel j'appartiens a décidé d'aller au-delà de ça et de dépasser ces clivages, parce que justement nous on s'intéresse à l'action, au changement concret. Et parce qu'aussi notre approche de la politique, et tu le disais Benjamin, elle est plus large que les combats de posture. Pour nous, faire de la politique, c'est aussi concrètement, c'est avoir intégré dans la vision politique l'action. Et quand on intègre dans la vision politique l'action, eh bien on est obligé de mettre autour de la table. Quand j'entends par action, j'entends changement concret, changement profond sur le terrain. Et bien dans ce cas-là, on est obligé de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs, l'ensemble des secteurs. Et donc, on dépasse les oppositions politiques, on dépasse aussi surtout ceux à qui, les acteurs traditionnels à qui on avait l'habitude de parler. Et la RSE, c'est en grande partie ça. C'est faire en sorte qu'émerge au croisement des différents secteurs, publics, privés, associatifs, des innovations. C'est cette bataille culturelle-là, et bien pour la gagner, il faut qu'on change de méthode. Et la méthode est aussi importante que l'objectif. Ça, je crois qu'on le répète jamais assez. On peut se fixer des objectifs, mais une fois qu'on a fait ça, on a fait même pas un quart du travail. Et c'est ça, un des vrais défis de la RSE. Et pour participer et pour encourager justement des pratiques RSE et le développement du développement durable au sein de la société. Là, je sais que je suis encore très théorique, peu à peu, je pense que je vais être plus concrète, mais l'État a un rôle essentiel. Non pas pour mettre de la contrainte, exactement comme tu disais, mais au contraire pour fixer des cadres et, à certains endroits, libérer les énergies. C'est un peu le discours d'En Marche que vous connaissez bien, qui fonctionne et on s'y attache. Et pour nous, le rôle de l'État, en tout cas pour promouvoir le développement durable et cette transition qui pour être écologique et pour fonctionner sur le long terme doit être aussi solidaire, eh bien le rôle de l'État est structurant. On fixe le cadre. C'est pour ça que nous avons lancé une initiative sur les objectifs de développement durable, où on a pris des engagements forts pour les mettre en œuvre, avec notamment la mise en place d'un comité de pilotage de la mise en œuvre de ces 17 objectifs du développement durable. C'est aussi et surtout répéter l'attachement à l'accord de Paris, et au-delà de répéter cet attachement-là, mobiliser la communauté internationale autour de l'accord de Paris, parce que cette décision du président Trump, dans le fond, on a entre nous, elle est assez catastrophique. C'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre que finalement, oui, certes, le président Trump, il a décidé de sortir de l'accord de Paris, mais il y a un vrai mouvement aux États-Unis, dans les villes, dans les territoires. Oui, c'est vrai, mais il n'en reste pas néanmoins absolument nécessaire que les États continuent à se mobiliser et à fixer un cadre qui soit clair. Et donc pour ça, il faut sans cesse se battre pour rappeler l'importance de l'accord de Paris, pour continuer à impulser une dynamique dans les négociations internationales. C'est ce que le président de la République fait, c'est ce qu'ensuite, derrière, je m'attache à faire et essayer d'en faire le suivi, de rendre ça tangible. Et en parlant de rendre les choses tangibles et réalistes, eh bien, ce que nous cherchons à faire aussi, sous le leadership d'Emmanuel Macron à l'international, c'est de créer une vraie dynamique autour de l'action. Et donc autour du One Planet Summit, qui est vraiment le sommet de l'action en faveur du climat, de l'environnement, du développement durable, de cette transition écologique et solidaire. Et tout ça, finalement, on rejoint aussi la question du sens qui est donné, ça donne un sens à l'action de la France, aussi à vers où est-ce qu'on doit aller. C'est le Make Our Planet Great Again qui fait que la France redevient plus que jamais facteur d'attractivité et nous attirons aussi beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de chercheurs dans le domaine du développement durable. Ça, c'est pour les grands objectifs et le cadre structurant.
Et nous, notre méthode ensuite en France, eh bien, elle est de ne pas contraindre les entreprises, comme vous le disiez. Je sais que Stanislas, qui a énormément travaillé sur la loi Pacte, je ne vais pas y revenir et je vais te laisser la parole. C'est par exemple sur la feuille de route sur l'économie circulaire sur laquelle nous avons travaillé, nous avons décidé de travailler en concertation avec les entreprises et faire en sorte qu'elles prennent des engagements qui soient volontaires. Par exemple, concrètement, nous voulons qu'elles s'engagent pour incorporer plus de matières recyclées dans les produits qu'elles fabriquent. Et pour ça, on aurait pu le faire sous le coup de la contrainte. Et c'est un peu la méthode qu'avait proposée l'Union européenne. Nous, on n'est pas en faveur de cette méthode-là. Pour le moment, on travaille avec les entreprises pour que volontairement, elles proposent d'intégrer un certain pourcentage de matières recyclées. Et peu à peu, on le fera. On donne un horizon de temps qui est déterminé, 2020. Et si d'ici 2020, elles ne le font pas, eh bien à ce moment-là, on sera plus contraignant. L'objectif... Là, on m'a demandé aussi de parler un peu plus de ma vision de la responsabilité sociale de l'entreprise. Je sens que je suis déjà trop longue et je préférerais échanger d'ailleurs avec vous par le biais de questions-réponses et puis d'écouter surtout tous ceux qui sont assis là. Mais pour moi, la RSE, c'est vraiment le lieu dans l'entreprise où mûrit le business model du futur. C'est un lieu d'expérimentation de sujets qui peuvent paraître accessoires au début, mais qui peu à peu doivent évoluer et devenir vraiment le cœur stratégique, le cœur du modèle économique des entreprises. C'est aussi, et je crois là, le lieu où on peut développer l'innovation inverse, souvent regarder vers les pays en voie de développement, vers les pays émergents, ce qu'ils font, ce qu'il y a de mieux pour ensuite le retraduire en France dans le cadre de projets qui soient plus solidaires. Je crois que je vais m'arrêter là pour parler peut-être plus concrètement après avec vous dans le cadre d'échanges plus informels et questions-réponses. Arnaud, je te redonne la parole. Merci beaucoup Brune, merci beaucoup Benjamin. Et donc maintenant je vais donner la parole à Alan Fustek, qui est président du label Lucie et président de Goodwill Management et qui va animer la table ronde. Alan, à ton tour. Bonsoir à toutes et à tous. Madame la ministre, monsieur le porte-parole, je vais vous présenter maintenant les besogneux. Ceux qui font. Voilà. Très bien. Donc, effectivement, je vous présente les personnes qui sont assises sur ces banquettes. Et puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, tout de suite à ma droite, donc Thierry, qui dirige la société Altman Partners. Ils vont se présenter eux-mêmes, ils vont présenter leurs activités. Vanda, qui dirige la société Prérequis. Christine, qui dirige la société Learnship. Guillaume, le slip français. Et Stanislas, monsieur le député. Très heureux, très honoré. Voilà. Donc, je vais introduire très rapidement, si vous voulez bien, cette table ronde. Alors moi, je suis un promoteur du développement durable. Vous voyez que je suis un vieux coucou depuis à peu près 25 ans. Et il y a 25 ans, quand j'essayais de promouvoir le développement durable, j'avais beaucoup de difficultés. Il y a 25 ans, c'était le rejet catégorique. Il y a une période de ma vie où je dirigeais un groupe coté, et quand je parlais de développement durable, on me demandait si je n'étais pas de Greenpeace. J'avais un peu de mal avec ça. Voilà. On a eu, ça c'est la fin des années 90, on va dire. Voilà. Et puis début des années 2000, il y a eu un éveil et un intérêt pour le développement durable. Et puis après, il y a eu une accélération. L'accélération était significative. Mais le point culminant de cette accélération, avec l'observateur que je suis, et je suis loin de tout voir, le point culminant, de mon point de vue, ça a été le Grenelle de l'environnement. Voilà. Et depuis le Grenelle de l'environnement, alors après, bien sûr, il y a eu la crise économique très grave, etc. Les entreprises ont eu la tête ailleurs, etc., etc. Tout le monde sait ça. Mais depuis le Grenelle de l'environnement, on est sur un plateau. Et nous, dans le cadre de notre activité de développement et de promotion de la RSE, du développement durable dans les entreprises, ce plateau, on le sent bien. Voilà.
Et donc tout l'enjeu de la table ronde qu'on va avoir maintenant, effectivement, c'est de montrer que il n'y a pas de raison que ce plateau persiste et il faut casser quelques idées reçues. Beaucoup de dirigeants se disent « Non mais attends, le développement durable, il y a ça en plus, c'est déjà vachement difficile de développer une boîte. Et puis, non mais c'est une affaire de grands groupes, et puis c'est coûteux, etc., etc. » Vous avez tous entendu ça. Voilà. Donc l'enjeu de la table ronde là, ça va être effectivement de casser ces idées reçues. Alors maintenant, chacun de vous va se présenter, va présenter son activité très rapidement. Et puis après, on va rentrer dans la discussion et vous allez nous expliquer ce que vous faites, pourquoi vous le faites, et si ça coûte ou si ça rapporte. Voilà. Alors je vois que Christine a déjà le micro, donc c'est à toi. Bonsoir. Donc, je suis Christine Boursier-Abissade. Je dirige la société Learnship. Donc, on est spécialisé en visio-formation linguistique. Et on a à peu près 8 ans. Ça fait quelques années donc, on s'est mis, on va dire, dans cette démarche RSE. Mais au final, je pense que c'était quelque chose qui était dans notre ADN. On a beaucoup de progrès, encore beaucoup de choses à améliorer. Donc, j'entends parler d'action. On essaye de mener des choses, mais je pense qu'on a surtout beaucoup de choses à venir. Alors on va en parler. Qui est-ce qui prend la parole ensuite? Vanda? Alors vous allez voir qu'il y a quelque chose de très important ce soir. On n'est pas en train de faire de la démonstration d'excellence dans le domaine de la RSE. On est en train de montrer des entreprises qui l'ont fait, qui progressent, qui rencontrent des difficultés, mais qui y arrivent très très bien. C'est ça le sujet, c'est que c'est possible et que c'est intéressant. Vanda, à toi. Donc pour présenter rapidement, Vanda Marin, je suis dirigeante de Prérequis. Donc Prérequis, c'est une société de conseil dans le domaine IT, donc qui est à Paris. On va traiter des sujets, alors c'est peut-être familier pour certains d'entre vous, de mise en place d'ERP, donc de systèmes de gestion pour les entreprises, comme par exemple NetSuite, plutôt pour les startups, où on va traiter également de mise en place de systèmes décisionnels et de big data. Et puis on accompagne les entreprises aussi dans le pilotage de projets. Donc si on veut être schématique, on aide les entreprises dans leur processus, à gérer leur processus interne, à gérer leurs données et à gérer leurs projets. Et ta société, elle existe depuis? Et la société existe depuis 16 ans. 16 ans. Et Christine, ta société depuis 8 ans. Très bien. Thierry? Bonjour à tous. Thierry Gautron, à la Smart Partners, dans la société dans laquelle je travaille, c'est une société qui est une jeune pousse, puisqu'elle a été créée en 2013, il y a 5 ans. Et elle poursuit une mission, cette société, plus qu'elle n'a une activité, elle poursuit une mission, et cette mission, c'est d'aider nos clients à construire les entreprises dont on rêvait pour nos enfants. Donc je dirais que la RSE, pour nous, c'est un mot, mais en réalité, c'est d'abord une philosophie, en réalité, dans ce qu'on fait. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans cette société Alpine Partners? J'en prends les mots que j'ai entendus tout à l'heure dans la bouche de Brune. On aide nos clients à faire bouger leur cadre culturel, justement, et à libérer les énergies. Et donc, quand on libère les énergies, les salariés s'emparent des sujets d'entreprise très vite. Il se passe des choses et on fait des boîtes qui, à la fois, sont extrêmement durables et performantes. Merci beaucoup. Guillaume? Bonjour à tous. Ça marche, non? Merci. Bon. Bonjour à tous. Donc moi j'ai créé le slip français. J'espère que pas mal connaissent ici. En 2011, donc il y a 7 ou 8 ans maintenant. Vous êtes venu avec, bien sûr. Je vous remercie. Il en faut toujours un dans une salle statistiquement. Des preuves. Le slip français est une marque de sous-vêtements, de maillots de bain et d'accessoires entièrement fabriqués en France. Aujourd'hui on est nous 75 personnes au slip. On fait bosser 42 usines un peu partout en France, ce qui représente un équivalent de temps plein de 150 personnes qui fabriquent nos produits. Donc plus nous, ça fait à peu près 220 emplois locaux qu'on maintient grâce évidemment à la distribution en ligne de nos produits. J'imagine qu'on aura l'occasion d'en parler de plein de choses, mais pour nous, la RSE, j'ai entendu une définition assez chouette de Henri Jacquilla, qui est le patron de la Camif, qui a dit RSE, c'est redonner du sens à l'entreprise. Nous, on essaie de trouver beaucoup de sens dans ce qu'on fait pour donner envie aux gens de venir bosser tous les matins. Et on a une tagline depuis le début qui est que si on veut changer le monde, on commence par changer de slip. Voilà, c'était une vraie bonne blague au début, c'est en train de devenir un peu vrai, donc on est très fiers et on va essayer de faire vivre ça au quotidien. Monsieur le député, un petit mot. Stanislas.
D'abord, après combien d'années, quand Guillaume présentera sa boîte, les gens arrêteront de rire au moment où il présente sa boîte. C'est le génie du marketing. Guillaume, vous avez été le grand promoteur. Guillaume, c'est lui. Pardon, désolé. Vous avez joué un rôle très important dans la loi Pacte. Un petit mot là-dessus? Oui. Moi, je suis entrepreneur avant d'être député. J'ai créé ma boîte en 2008. Parlons de ça. Ça s'appelle Wateo. Et c'est une entreprise qui est engagée dans les énergies renouvelables, dont la tagline, c'est les énergies d'une vie durable. C'est un peu moins mon marketing, honnêtement, que ton claim à toi. Et puis, un bout de l'aventure dont Benjamin parlait tout à l'heure m'a amené à m'engager en politique il y a quelques mois et à devenir député. Et donc, moi, c'est assez naturellement que j'ai commencé à bosser sur ces sujets-là, parce qu'un truc qui me marquait à l'Assemblée nationale, c'est que les débats sur l'entreprise me semblaient incroyablement datés. J'avais l'impression que la vision que la classe politique avait de l'entreprise était avec 10 métros de retard sur ce que l'entreprise était en train de devenir réellement. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse dans Pacte, c'est cette idée-là de dire que cette majorité, en tout cas, on s'affirme comme les alliés indécrottables de l'entreprise. On n'a pas de sujet à dire ça, y compris quand les grandes entreprises font des bénéfices. Je n'ai aucun souci à le dire. Mais en tant qu'alliés, on est aussi extrêmement exigeant. Et on est convaincu que l'entreprise s'est transformée. Et donc, avec Pacte, et je vais faire le teaser, on en reparlera après, bien sûr. Mais en fait, on veut donner une occasion aux boîtes d'en faire une démonstration éclatante. Voilà, c'est ça l'idée de cette loi. Et quand je vous entends un petit peu parler de RSE, je vais peut-être le dire dans le bruit et la choquer, mais j'ai envie de dire, la RSE, c'est mort. Voilà. Ça te va? La RSE, c'est mort, vive la RSE. Exactement. Comme parce que tu l'as sans dire un petit mot tout à l'heure quand même. Extrêmement bien dit. Il ne faut pas que ça soit une jolie petite chose sur l'étagère qu'on regarde avec une définition hyper cadrée. La RSE, en réalité, c'est pas la même chose dans ce que tu as dit, dans son introduction. Et moi, je pense que les spécialistes de la RSE font ce qu'on appelle des analyses de matérialité, c'est-à-dire quelles sont les conséquences de ma boîte sur mon environnement. Et quand je fais une boîte de service, je n'ai pas les mêmes conséquences sur mon environnement au sens large, pas de l'environnement, mon environnement qu'une boîte de service, qu'une boîte industrielle. Et donc, je pense que c'est cette approche-là de la RSE qu'il faut qu'on arrive à développer. Quand on dit ça, on a en tête que c'est évidemment un peu législatif, mais surtout énormément dans le droit souple, dans la pratique, dans la gouvernance de compagnonnage, où il faut accompagner particulièrement les petites entreprises, celles qui fuient toute la fatigue réglementaire en allant vite se mettre en SAS, ce que j'ai fait évidemment, mais il faut les accompagner pour qu'elles aussi, elles puissent intégrer ce formidable facteur de compétitivité qu'est la RSE. Je crois que c'est un petit peu aussi... Voilà, c'est exactement de ça dont on va parler. Donc maintenant, effectivement, on va voir ce qui se passe dans ces entreprises en matière de RSE. Juste une petite précision. Je serais très heureux qu'on puisse dire la RSE c'est mort. J'attends que ça. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi on ne peut pas encore le dire. Mais ce serait génial qu'on puisse dire ça. Alors maintenant, qu'est-ce que vous faites de beau dans vos boîtes en matière de RSE? Alors on continue de manière très classique. Tu prends la parole, Thierry, et puis après on va discuter de manière beaucoup plus à bâton rompu, mais vas-y. Alors nous, on est une PME de 7 personnes, j'ai oublié de dire tout à l'heure combien on était, donc on est tout petit, et on est à Paris dans des bureaux dans le 8e arrondissement. Donc on avait discuté avec Alain en préparant cette réunion, cette table ronde, on lui a dit qu'est-ce qu'on fait sur le plan de l'environnement. On fait des toutes petites choses, on ne prend plus par exemple de couverts en plastique quand on va manger le midi en bas, et puis on a acheté des couverts en métal qu'on utilise tout le temps et qu'on lave. Voilà, c'est vraiment des micro-trucs, en fait. On a quelques plantes sur le balcon, alors de manière un peu plus ambitieuse, il y a Claude qui est derrière qui va me taper dessus si j'oublie de mentionner ça. On va participer au No Plastic Challenge qui aura lieu du 5 au 14 juin et qui justement vise à réduire le jetable en fait et à davantage travailler sur d'autres bases, à utiliser d'autres outils que le plastique jetable. Voilà, on achète français, des slips aussi. Voilà, ça c'est sur le plan de l'environnement. Moi je dirais que notre engagement à nous,
en matière de développement durable, il est beaucoup plus sur ce qu'on fait avec nos clients. On a créé cette entreprise dans le but d'agir sur le monde dans lequel on était, de changer le monde dans lequel on était, et du coup de créer des entreprises dont on aurait envie pour nos enfants, des entreprises dans lesquelles nos enfants pourraient s'épanouir, pourraient grandir, dans lesquelles ils seraient écoutés, dans lesquelles ils pourraient apporter leur créativité, et qui se mettraient au service de la réussite de l'entreprise. Donc c'est très développement durable déjà en soi, cet objet social qu'on s'est fixé, cette mission. On parlera peut-être tout à l'heure de l'entreprise à mission, nous on est clairement entreprise à mission. Je dirais après, plus concrètement dans ce qu'on fait tous les jours, au-delà de nos clients, pour nous, on a également tout un travail sur la gouvernance. Donc nous on exporte plein de trucs. On réfléchit à comment on peut faire pour que cette entreprise qui pour nous n'appartient pas, les actions de l'entreprise appartiennent aux actionnaires, et l'entreprise n'appartient pas aux actionnaires. Ça c'est notre vision des choses. L'entreprise, ça appartient à toutes les parties prenantes, donc les clients, les salariés, les fournisseurs, etc. Et donc la question qu'on se pose, c'est comment on crée un système de gouvernance qui permette à cette entreprise de vivre. En fait, on la voit comme un objet vivant, comme un être vivant en réalité, cette entreprise. Et du coup, on se pose la question de l'évolution de l'actionnariat. Comment tout le monde demain pourrait devenir actionnaire d'entreprise? Parce qu'on n'a pas les systèmes. Moi, je suis assez contre la rente, philosophiquement parlant. Je suis assez contre l'héritage, je suis un peu emmerdant sur ces sujets-là. Je pense que ce qui est intéressant, c'est créer des entreprises qui vont vivre au-delà de nous. Et donc, il ne faut pas que les actionnaires historiques, quelque part, viennent empêcher cette entreprise de vivre par envie de garder le grisby, de rester dans sur le grisby. Voilà, on teste des systèmes où tout le monde, y compris Alexandre, qui est notre stagiaire, peut prendre des décisions qui engagent l'entreprise. On a mis en place des mécanismes pour libérer tout ça. Alors, on explore d'autres manières de fonctionner que la grille organigramme classique. Et je vais m'arrêter là parce que je pense que je suis un petit peu... Je regarde à la nuit. À toi, Vanda. Donc déjà, avant de rentrer dans ce café prérequis, je voulais rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que dans la RSE, il y a une idée de base, c'est pas que des mesures, c'est une philosophie, on disait tout à l'heure. C'est l'idée de dire l'entreprise, elle n'est pas uniquement là pour faire des profits, ou pour avoir uniquement un rôle économique. Elle a aussi, bien sûr, elle en fait des profits, c'est-à-dire on ne va pas opposer une entreprise qui est développement durable, il ne faut pas qu'elle fasse de profit, et puis une entreprise qui gagne de l'argent et qui, elle, forcément pollue. Donc on ne va pas opposer ces deux visions, là, vous disiez concilier, donc il faut bien concilier ces deux visions. Une entreprise, elle va bien sûr chercher à être économiquement rentable et viable, mais aussi elle peut avoir d'autres préoccupations. Quel est son impact sur la société, pas que l'environnement, d'ailleurs la partie sociale. Et donc nous, Prérequis, on est une société de conseil, donc forcément l'environnement nous concerne moins, ça ne veut pas dire qu'on s'en occupe pas, mais on a moins d'enjeux dessus. On n'a pas d'industrie, on a fait, comme tu disais tout à l'heure, un certain nombre d'actions sur la partie environnementale, autant qu'on pouvait. Et puis on s'est beaucoup attaché à la partie sociale, aussi bien en interne par rapport aux salariés, aux sous-traitants, et puis toutes les parties prenantes de l'entreprise. Si on prend une analogie par rapport à nos enfants, moi j'aimerais diriger une entreprise dans laquelle je serais tout en confiance pour que mes enfants ils aient une vie épanouie, ils ne soient pas maltraités, ils ne soient pas déconsidérés. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc on a bien sûr, comme on a fait, on a joué sur des outils sociaux, des outils l'intéressement, ce genre de choses, le contrat d'épargne-temps, ce genre d'outils, où on a fait des choses beaucoup plus en avance par rapport à notre taille. Donc aujourd'hui, Prérequis en termes d'effectifs, c'est à peu près 60 personnes et on a à peu près une vingtaine de sous-traitants qui travaillent avec nous. Donc on a fait des choses bien avant d'être 50. Et puis également, ça touche donc les outils sociaux et l'autre côté, c'est les systèmes de gouvernance et de management, avec davantage de confiance, de la hiérarchie, mais quand même plus light peut-être que dans une entreprise, du sens sur ce que les gens faisaient, l'implication des uns et des autres. Enfin, donc ça après, si vous voulez des détails, on pourra en parler après, mais voilà, c'est un peu les grands axes. Bien sûr, bien sûr. Les sous-traitants avec qui vous travaillez, vous regardez justement leur engagement sur les sujets par exemple sociaux, parce que j'ai compris que c'était plus quelque chose. Alors, on travaille avec des gens qui sont souvent des indépendants, ils ne sont pas en entreprise, ils sont peu sensibilisés sur ce sujet. Donc, on ne fait pas rentrer ces critères-là dans leur sélection. En revanche, on les sensibilise, donc on a inclus, alors comment on le fait, on a inclus depuis peu une annexe à leur contrat pour les sensibiliser sur tous les engagements. Alors on leur demande, on ne va pas les forcer non plus, donc on leur demande un engagement de principe
Il y a un accord sur un certain nombre de principes ou d'éthique des affaires ou d'emploi, enfin tout ce qui est l'emploi légal, le travail étranger, etc., etc. Et puis on les sensibilise à ça. Donc on va leur expliquer cette part de leur contrat. Souvent ils s'en préoccupent peu, mais quand on leur explique, ils disent bah oui, bien sûr, c'est sûr. Non, ce ne sont pas des entreprises, donc c'est une entreprise bien sûr, mais ils sont le seul salarié ou parfois même ils n'ont pas le statut de salarié. Mais voilà, c'est comme ça qu'on peut les engager. Et eux disent qu'ils retrouvent en fait ces engagements dans les relations qu'on a avec eux. Ça peut être de la confiance, ça peut être le fait qu'on fasse des choses, ce qu'on a dit. C'est de l'engagement commercial qui n'est pas forcément écrit. Ce sont des gens qui n'ont pas accès à des avocats ou qui n'ont pas faire des procès pour qui ne tiennent pas nos engagements. Donc c'est dans la force de la relation en fait, qu'ils vont retrouver ces engagements. Alors chez Learnship, c'est vrai qu'au début, je vous ai dit tout à l'heure, donc c'était dans notre ADN quelque part, parce que quand on a commencé, donc nous on est la filiale d'un groupe allemand, donc quand on a commencé en fait, on a ouvert donc l'entité à Paris et on s'est retrouvé donc à 3 personnes au début de la société et petit à petit on a recruté. On s'est interrogé au fur et à mesure, sans vraiment s'en rendre compte, sur la manière dont on allait chercher les nouveaux collaborateurs. Alors bien sûr, il y avait les compétences, mais au final, il y avait aussi un certain nombre de valeurs qu'on souhaitait partager. On ne savait pas, en fait, au début, mettre véritablement des mots sur nos attentes. Et j'avoue que j'ai la chance aussi d'être très bien entourée par des personnes qui sont donc, depuis plusieurs années dans la société. Et au fur et à mesure, donc, on a construit vraiment au niveau des recrutements, donc déjà des recrutements, on est toujours plusieurs, donc participatifs. Systématiquement, donc, lorsqu'on a une personne qui arrive dans la société, on fait en sorte qu'elle puisse donc vraiment passer dans tous les bureaux un certain temps, enfin dans tous les bureaux, dans tous les pôles plutôt, un certain temps. Donc on a vraiment une intégration du collaborateur aujourd'hui. Et que ce soit donc une personne qui arrive dans la société pour faire un stage ou pour faire de l'alternance, puisqu'on a vraiment souhaité dans le passé s'inscrire là-dedans. On a aussi beaucoup de personnes en fait, qui au fur et à mesure, quand ils nous ont fait des rapports d'étonnement, donc après 1 mois ou 2 mois, nous ont dit que cette étape, en fait, l'intégration, l'accueil, ça les avait vraiment marqués. Donc on a cette politique aujourd'hui, enfin cette philosophie plutôt, chez Learnship. Et au-delà de ça, on a l'habitude donc de dire vraiment que l'humain est au cœur de la solution, puisque nous on est une solution de formation donc à distance. Mais toutes les étapes aujourd'hui, donc chez Learnship, pour la formation donc des collaborateurs en langue, est vraiment très encadrée. Donc que ce soit au début, lorsqu'on a une personne qui approche en fait, si vous voulez, avec l'ordinateur, tout ce monde digital, puisqu'il y a des personnes qui ne le maîtrisent pas du tout. Donc on a un encadrement, et puis après, donc bien sûr, avec les formateurs, au suivi de la formation, etc., avec des coordinateurs pédagogiques. Et ça, c'est très important pour nous, pour la satisfaction client, puisque dans la RSE, il y a aussi la finalité, vous avez parlé de donner du sens tout à l'heure, et la formation linguistique aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, il y a vraiment un sens derrière tout ça. Ça va leur permettre donc d'avoir une promotion peut-être, une mobilité, de pouvoir retrouver du travail. Donc on a des partenaires pour ça, et notamment donc, à travers un des financeurs, à travers Opcalia, on avait aussi donc, beaucoup travaillé sur l'alternance en fait. Donc c'est très social, même si donc, on a une solution à distance qui permet déjà, donc, au niveau du développement durable, d'être relativement bien positionné, on va dire. Alors nous, on a un produit quotidien, on fabrique 600 000 produits par an, donc c'est un métier de flux, il y a la fabrication, donc on a essayé de réfléchir à toutes les façons par lesquelles on pouvait avoir un impact positif. On a défini 3 choses. Le premier, évidemment, c'est d'être rentable économiquement, parce que pour se permettre de pouvoir changer le monde, il faut pouvoir déjà commencer à pouvoir payer voilà, évidemment l'équipe, tout le monde et tous ses frais, que la boîte soit rentable. Donc on a passé le cap de rentabilité l'année dernière, on fait 13 millions de chiffres et 70 000 euros d'EBITDA, donc on est très content d'être ça. Les banquiers dans la salle donc ça c'est un premier cap, sachant qu'on fabrique 3 fois plus cher que tout le monde, puisqu'on fabrique tout en France, donc c'est pas un petit challenge. Le deuxième sujet, une fois qu'on arrive à tenir après sur ses jambes, il y en a 2 importants. Le sujet évidemment sociétal, donc nous on
fait 60, je vous le disais, 75% chez nous, 150 chez tout l'emploi concret. Donc évidemment, être attentif à ça, la façon dont on organise l'équipe, la gouvernance, les écarts de salaire entre le plus haut et le plus bas chez nous, que faire en sorte que voilà, tout le monde soit dans un cadre de travail clair, explicite, avec des objectifs, des façons de donner des promotions ou des augmentations de salaire qui soient le plus fair-play possible, le plus factuel, le plus objectif au quotidien. Donc ça, c'est la partie sociétale avec évidemment le plus gros impact, c'est l'impact concret qu'on fait chez les emplois, chez les fournisseurs. Et dernier, c'est l'impact environnemental, bien sûr. Donc vous savez peut-être, mais la mode, c'est un gros pollueur, hein, c'est le deuxième pollueur après l'industrie des hydrocarbures. Donc il y a un énorme sujet sur la façon de consommer. On est tous à la fois cerveau gauche et cerveau droit, on est tous conscients des réalités sociales, mais en même temps on a tous envie parfois de s'acheter des fringues sans forcément beaucoup de raisons. Voilà, il ne faut pas juger, il ne faut pas rentrer je pense sur le terrain de la morale, mais en tout cas on essaie de créer une marque qui s'installe dans le temps avec des produits permanents, dont les prix ne bougent pas, on ne rentre pas dans la logique de sol, on essaie vraiment de s'inscrire dans des produits qui vont durer longtemps. On va essayer de remonter évidemment les filières sur les approvisionnements en matière, ce qui est un gros sujet. Aujourd'hui, les sous-vêtements, c'est un marché de matière coton. Si chacun fait le test du sous-vêtement qu'il porte, il sera probablement en coton. Le coton, c'est un produit qui est très gourmand en eau, qui ne pousse pas en France. Donc, on achète le coton qui est certifié Ecotex, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, voilà, c'est notre point de faiblesse aujourd'hui, en tout cas les chantiers qu'on mène le plus. Le lin, c'est une matière absolument dingue. On est la France, un des premiers fabricants mondiaux. On exporte beaucoup en Chine pour fabriquer beaucoup d'autres choses, mais voilà, si on avait à fabriquer un slip en lin, ça serait fantastique en termes d'impact environnemental. Évidemment, le côté local de fabriquer tout en France fait qu'on ne fabrique pas des produits à l'autre bout du monde qui viennent en container pour être revendus à 70% de discount auprès de périodes de solde. Donc ça, au moins, on a ce côté beaucoup plus court. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet, la matière, et d'arriver à remonter les filières et de poser la question de contrôler les fabricants, d'aller se dire, voilà, à telle étape de fabrication, qu'est-ce que tu fais de tes chutes des coupes de matière, qu'est-ce qu'on en fait, comment on peut l'utiliser. Et du coup, la dernière chose qu'on a fait, une fois qu'on a défini ces trois objectifs, c'est qu'on a rendu la RSE sexy. C'est notamment Antoine qui est là, qui porte ça chez nous. On a appelé ça le Monde Ninja, parce qu'on s'est dit que on est peut-être des bons en marketing, mais en tout cas, si on veut vendre des idées et surtout faire en sorte que les gens dans la boîte se l'approprient, parce que vous disiez il faut libérer l'entreprise, mais dans l'entreprise il faut aussi libérer les gens, parce qu'au final, les bonnes idées sur comment recycler la matière, c'est pas la direction qui va l'avoir, mais c'est l'équipe qui fabrique le produit et qui est tous les jours dans l'usine. Donc le Monde Ninja s'appuie beaucoup sur Lucie. On a pris tous les critères à celui-ci et on a réparti les critères sur les équipes en disant voilà, pour nous c'est plus légitime que telle équipe s'occupe de tel et tel sujet et les fait vivre au quotidien et du coup chacun s'approprie et remonte au sens de pourquoi est-ce qu'on essaie de faire ça et pour l'instant ça fonctionne bien, ça fait quelques mois, ça fait 2 ans, une petite 2 années qu'on est avec Lucie, ça fait 4-5 mois qu'on a lancé le Monde Ninja et on est franchement assez fiers du démarrage et ça devient quelque chose de fun dans l'entreprise et je pense que c'est comme ça qu'on gagnera la bataille et qu'au final les choses avancent et après on a plein d'exemples tout bêtes, on est passé chez Enercop qui est un fournisseur d'énergie recyclable et ça c'est le genre de truc, voilà, ça se décide et c'est du jour au lendemain, on change de fournisseur électrique et c'est tout con mais si on fait l'examen dans la salle, combien se disent ok, je vais changer de fournisseur d'énergie, c'est quand même un peu chiant, il faut que j'envoie un courrier, il faut que j'envoie un commandé, voilà. Moi, quand on est une entreprise, on dit ok, on le fait, et la semaine d'après, ça fait. Merci beaucoup. Alors, moi, dans ce qui vient d'être dit, il y a 2 choses qui me frappent. Et je m'adresse à vous, Stanislas, pour voir un petit peu comment vous réagissez par rapport à ça. Il y a 2 choses qui me frappent. La première chose, c'est que ces messieurs-dames sont très modestes. Parce que nous, chez Lucie, on les labellise. Et donc on les passe à la planche à secousse et on regarde effectivement de quelle façon ils respectent les exigences de la norme mondiale la plus élevée, la plus exigeante, qui est la norme ISO 26000. Voilà. Ils ont tous, comment dirais-je, satisfait à des critères exigeants en matière environnementale, en matière sociale, en matière d'achat, en matière de respect du client, etc. Donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose qui est également très intéressante dans ce qu'on vient d'entendre de mon point de vue, c'est que on voit finalement dans ce qu'ils ont dit vraiment tous les 4, que ce qui est le plus important pour eux au point de départ, c'est un petit peu la posture. Ils ont tous parlé de l'ADN, etc., etc. Alors voilà, comment vous avez-vous réagi par rapport à ce qu'on vient d'entendre? Comment vous entendez tout ça par rapport à cette fameuse loi Pacte? Quelle est votre réaction sur tout ça? Réaction rapide, moi, mon sentiment, c'est que oui, vous avez coché les cases pour être ISO 26000, mais en réalité, vous avez fait beaucoup plus que cocher les cases. Et dans tout ce que vous dites,
Et à aucun moment, je coche les cases qui ressortent. Ça, c'est votre deuxième point. En réalité, la force de votre démarche, c'est que c'est intrinsèquement le projet de votre entreprise. Et dans la loi Pacte, en réalité, on n'a pas touché beaucoup de choses formellement sur la RSE. Le normatif de la RSE, il a été touché à maintes reprises d'un point de vue législatif par tout l'encadrement normatif qu'on a donné autour des boîtes. Le dernier étant devoir de vigilance, quand on commence à être une grosse boîte, là on s'interroge effectivement sur ses fournisseurs, etc. L'objectif qu'on va aller chercher, il est un peu législatif, il est beaucoup dans le pacte. Le pacte, on l'a pas retenu, mais c'est le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. C'est ça que ça veut dire. Et il y a croissance et transformation, mais il y a aussi plan d'action. Et moi j'insiste toujours là-dessus, et c'était un petit peu le sens aussi du propos introductif de Benjamin, de dire il y a un bout qui est la loi, il y a beaucoup qui est la bataille culturelle qu'on doit aller gagner. Et ça, c'est tous ensemble qu'on va aller le gagner. Au moment où on a voté la loi, c'est-à-dire pas assez rapidement parce que ça prend trop de temps, c'est pour ça qu'on fait une réforme constitutionnelle, mais au moment où on a voté la loi, on s'y attaque tous, et toutes les boîtes qui basculeront entreprises à mission, qui auront parlé de cette démarche comme on le fait ce soir, c'est beaucoup plus ça qui va nous permettre de gagner la bataille. Donc, beaucoup de choses sur le non normatif, non législatif. Moi, je crois beaucoup, par exemple, et je sais que Lucie est très engagée là-dedans, on va se voir en parler d'ailleurs, sur la labellisation RSE par branche professionnelle. Ça, c'est très intéressant. Parce que, j'en parlais tout à l'heure, c'est de se dire, allons voir quel est l'impact spécifique de chaque entreprise, chaque branche, et faisons des labellisations de ce type-là, beaucoup plus fines. Sortons de la logique que je coche les cases sur l'énergie, etc. Allons dans une logique intégrée. Il y a un courant de pensée qui s'appelle Integrated Thinking, et qui est vraiment dans la stratégie de dire on sera très impactant quand la RSE sera totalement intégrée à la stratégie. Et donc il faut qu'on avance sur des sujets comme, pour les boîtes cotées par exemple, sur les rapports intégrés. On supprime, on a 8 rapports aujourd'hui quand on a l'entreprise cotée. Combien on en supprime pour intégrer le rapport RSE dans le rapport d'activité? Et pour l'instant, c'est un rapport de plus. Donc il faut qu'il y ait un accord de place pour pas que ça soit le cas. Pour pas que ça soit le cas. Il ne faut pas que le rapport RSE il soit écrit par les spécialistes et lu par les spécialistes. Là, on a absolument tout perdu. Donc, une grosse bataille non législative. Et d'un point de vue législatif, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut d'abord envoyer un signal politique très fort en touchant le sacro-saint code civil qui donne une définition d'entreprise qui n'est pas exactement conforme à ce que tu as dit tout à l'heure. Puisque le code civil aujourd'hui, l'entreprise, elle appartient totalement à ses associés. Et d'ailleurs, je dis l'entreprise, je prononce un mot qui n'est même pas dans le code civil. Puisque le code civil définit ce qu'est la société. Et donc l'entreprise n'a pas d'existence dans le code civil. Donc, on va définir le projet d'entreprise. Le fait que l'entreprise a son intérêt propre. On va utiliser l'expression intérêt social, parce qu'il y a un peu de jurisprudence autour de ça, on ne veut pas mettre le gros bordel dans l'environnement associatif des boîtes, donc on va garder ce qui a déjà une existence, intérêt social. Et on va faire ce petit truc tout simple de dire que l'entreprise doit être gérée dans son intérêt social et doit considérer les enjeux sociaux et environnementaux. Ce petit bout de phrase sur considérer les enjeux sociaux et environnementaux a déclenché une panique à bord au MEDEF et à l'AFEP. Je pense que dans 10 ans de ça, on se demandera comment est-ce qu'on a pu un jour douter d'avoir dire que l'entreprise doit tenir compte de considérer ces enjeux sociaux et environnementaux. Donc, premier point, pardon, je suis peut-être un tout petit peu long, mais c'est pour donner les différentes étages de la fusée. Deuxième point, on va donner la possibilité aux entreprises qui le souhaitent, de façon optionnelle, de définir leur raison d'être. Et là, ça reboucle avec exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire de définir ce qui au fond est le projet d'entreprise de chacune des entreprises. Donc, celles qui voudront basculer, elles pourront le faire. Et dans le code du commerce, donc de façon un peu plus concrète, on va dire que les entreprises qui ont des conseils d'administration, elles doivent gérer leur boîte en tenant compte de cette raison-là. Et on reparlera après des entreprises d'administration. Ça marche. Merci mille fois. Alors, dans le cadre du débat de ce soir, il y a vraiment quelque chose de fondamentalement important. Moi, je disais tout à l'heure, je le vis tous les jours, c'est pas facile, c'est un peu un sacerdoce de développer le RSE dans l'économie. Il y a ce phénomène de plateau. Tu disais à l'instant, nous, on est en train de rendre la RSE sexy. J'adore ça. Voilà. C'est pas facile, parce que c'est perçu comme austère. Il y a quelque chose de très important pour tous les chefs d'entreprise qui nous écouteront.
c'est d'arriver à renverser l'idée selon laquelle la RSE, ça coûte. Alors moi, j'ai comment dirais-je, un travail sur ce sujet-là depuis plus de 10 ans de démonstration du fait que ça rapporte plein de calculs dans le domaine. Mais je vais poser la question, dans une seconde, je vais poser la question à nos invités, effectivement, de savoir si vous n'aviez pas mis en œuvre la RSE dans vos boîtes, est-ce qu'aujourd'hui vous seriez plus riche ou est-ce que vous seriez moins riche? Mais on attend une seconde, je crois que peut-être si vous voulez conclure, simplement dire un mot. Voilà. Vous êtes obligé de partir. Je suis désolée, je suis obligée de partir maintenant et peut-être juste pour conclure et dire que c'est ma petite intervention, humblement et dire que effectivement le projet de ce gouvernement-là, in fine, et on le voit bien avec ce que Stanislas dit, c'est de véritablement mettre la RSE au cœur. Et en fait, dans un monde idéal, il n'y aurait plus de RSE, effectivement. Et c'est une des raisons pour lesquelles on s'est attaché, vous l'avez peut-être entendu parler dernièrement, à l'économie circulaire. En fait, l'économie circulaire, c'est une façon de parler de RSE, parce que de rendre la RSE stratégique et de le mettre au cœur des entreprises. C'est pour éviter tout ce débat entre RSE et non RSE et aller directement parler aux entreprises et directement parler aux entreprises aussi de ceux qui sont responsables de la stratégie, de l'élaboration du business model. Et c'est un peu cette excuse-là et ce mot qu'on a utilisé, économie circulaire, cette expression, pour justement enclencher cette dynamique-là. Ça a été porté par le Premier ministre lui-même. On a une série de 50 mesures. Je ne suis pas là pour en faire la publicité, simplement pour vous dire que ça fait partie intégrante de cette dynamique. Ce qui n'empêche pas que les départements de RSE au sein des entreprises restent fondamentalement importants, parce que moi je les vois comme des laboratoires d'innovation, où on peut tenter des choses très innovantes, où on peut même convaincre le grand patron que finalement on peut faire des choses et échouer. Et ça aussi c'est fondamental, je crois, dans cette démarche de développement durable, et ça permet aussi d'insister, je ne vais pas détailler ici non plus, mais par exemple la méthode qui est presque aussi importante que les objectifs, puisque la méthode, le comment, les modalités, c'est ce qui permet d'avoir un impact concret. Voilà, je suis désolée, je file. Et merci infiniment. Moi, je ne vais pas dire beaucoup mieux, j'ai une responsabilité sociétale et parentale, puisque mon mode de garde, qui est en circuit court, un circuit vachement court aujourd'hui, plus court qu'attendu malheureusement, donc je vais aller officier et assumer ma responsabilité parentale. Vous dire merci, surtout vous êtes entre d'excellentes mains avec Stanislas. Et moi je sais qu'on a parlé beaucoup des entreprises, et il y a des entreprises aussi dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est les entreprises publiques. C'est beaucoup les organismes parapublics. Et nous sommes élus, Stanislas et moi, d'une ville qui compte de très nombreux organismes publics et parapublics. Et c'est bien de demander plein de choses aux entreprises privées, mais il faut aussi que les entreprises publiques et que les acteurs parapublics soient exemplaires sur ces sujets, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc ce travail-là, il faudra le remettre sur l'ouvrage aussi, avec ces grands donneurs d'ordre que sont les entreprises publiques. Bon entendeur, bonne fin de débat. Merci beaucoup. On va reprendre. Pour nos éminents membres du gouvernement, alors qu'ils franchissent la porte, notez bien une chose, 80% des entreprises aujourd'hui ne savent pas définir le mot RSE. Voilà. Très bien, on reprend. Alors, c'est pour ça qu'il y a encore du boulot. Donc, on en revient à notre fameuse question. Vous n'auriez pas mis en place des politiques de RSE dans vos boîtes? Est-ce que vous seriez moins en phase avec vos convictions mais plus riche? Ou est-ce que vous seriez moins riche? Est-ce que la RSE ça coûte? Est-ce que ça rapporte? Qui veut s'exprimer là-dessus? Je peux démarrer. Je pense qu'il y a un coût court terme et un coût long terme. Si on réfléchit dans un monde où on s'en fout un peu de ce qu'on fait, nous, si on fabriquait en Afrique du Nord ou en Chine, on serait beaucoup plus riche. Puisqu'on gagnerait beaucoup plus d'argent sur chaque produit qu'on vendrait. Donc c'est sûr que c'est un coût, c'est un choix, c'est un engagement. Après, moi je le vois différemment. Je pense que
dans notre métier et dans tous les métiers de commerce en B2C au sens large, je pense que le positionnement d'une marque, c'est un enjeu fondamental, bien sûr, ça a toujours été. Mais si on regarde un peu devant, je pense que la tendance de fond, on est tous ici, on partage cette idée-là, c'est qu'on veut tous de la transparence, de l'authenticité et qu'on nous dise les choses. On ne veut pas qu'on nous cache ce qu'il y a dans les produits, qu'on nous explique que c'est fait d'une façon alors que c'est fait d'une autre. Et moi, je réfléchis souvent en prenant l'exemple de Facebook Live. Aujourd'hui, quand vous êtes une boîte, quand vous racontez un produit, vous racontez votre histoire, à un moment donné, vous allez faire un Facebook Live parce que c'est un bon format et que vos clients ils s'y attendent et que vous avez envie d'en savoir plus sur une marque. Ma question, c'est que je serais curieux de voir comment H&M fait un Facebook Live dans sa fabrication de produits et je suis pas sûr que ça donne vraiment envie de regarder ce qui s'y passe. Et moi, j'aime bien cette idée-là parce que la question du coût, en fait, je pense qu'elle se pose même pas. C'est une question, on en parlait tout à l'heure, c'est une question en fait même de positionnement et d'air du temps. C'est que si on n'est pas transparent et en phase avec ce qu'attendent en fait les gens, même si on en est au début, et je pense que les boîtes qui grandiront dans le temps sont des boîtes qui sont engagées sur ces sujets-là. Et pour moi, c'est même pas une question en fait. Oui, peut-être que ça coûte plus cher, mais en tout cas, il faut penser le business model dès le départ sur ce prisme-là. Et ouais, je suis curieux de voir comment. J'attends le premier Facebook Live d'H&M en fait. Est-ce que ça coûte ou est-ce que ça rapporte? Moi, je commencerai par dire qu'on ne s'est pas posé la question dans ces termes. Nous, on avait envie de faire une entreprise qui améliore le monde dans lequel on bosse, donc la question ne se posait pas vraiment. Mais ce qu'on peut dire pour répondre à la question, c'est que moi, je pense que ça rapporte. Je pense d'ailleurs que Guillaume vend peut-être plus de slips parce qu'il est français. Je sais pas si, à mon avis, il y a quelque chose qui joue. Les consommateurs sont quand même de plus en plus sensibles au sens qui est donné par l'entreprise dans ce qu'elle fait. Pour nous, c'est des petites choses, mais pour illustrer à quel moment ça peut être très utile de donner du sens à nos activités, ça se fait dans des logiques durables. On a un jeune homme de l'INSEAD qui est venu nous voir, qui est en cours d'études à l'INSEAD, qui pourrait prétendre à des salaires magnifiques à la sortie de son école au mois de juin, et qui nous a à un moment donné demandé si on ne pouvait pas le prendre comme stagiaire. Parce qu'on lui a dit, nous on n'a pas de moyens, on démarre, on est en train d'essayer de construire, mais on n'a pas vraiment les moyens de le prendre aujourd'hui avec nous. Et il était intéressé, c'était tellement porteur de sens pour lui que, au fond, alors ça veut pas dire que la RSE ça aide à exploiter les gens en étant moins cher, mais disons que ça attire, je pense que chez nous ça attire des clients et ça attire des talents, et que en ça c'est extrêmement bénéfique. Qui veut? Vous battez pas. Donc, on a un peu la même démarche, c'est-à-dire on ne s'est pas posé la question au début, puisque Prérequis c'est né avec l'idée de justement pas faire comme certaines sociétés qui étaient un peu caricaturées, on dit vendeur de viande ou ce genre de choses, où on vend du consultant sans savoir qui c'est. Et d'ailleurs on est face parfois à des acheteurs de grandes sociétés qui achètent sans savoir non plus ce que c'est. Donc on était contre ça. Maintenant, si on avait dit oui, forcément à court terme, je rejoins Guillaume, on serait sûrement plus riche à court terme, beaucoup moins heureux, ça c'est sûr. Mais après, à moyen long terme, le débat ne se poserait plus parce que de toute façon, grâce à cette démarche RSE, et donc je rajoute une chose, c'est pas seulement le fait d'avoir des actions RSE, c'est aussi de rentrer dans une démarche structurante comme Lucie. Où là, forcément, il y a plutôt qu'un coût une certaine contrainte, mais c'est aussi un cadre qui est assez agile quand même, c'est un cadre qui nous guide. Et là, ça donne, c'est pas seulement le fait que je le dise, parce que toutes les boîtes qui disent ouais, moi je suis vachement humain, tout le monde est super bien chez moi, on peut le dire, hein, et puis c'est peut-être pas du tout ça qui se passe. Donc là, ces démarches-là, ça donne une sorte de preuve. Comme je disais, hein, on est un peu secoué, donc c'est une preuve avérée. Et ça va être, les clients vont en être sensibles, surtout les grands clients. Et puis évidemment les candidats et les partenaires, ils sont sensibles aussi, parce que ok, on le dit, après ça n'engage que nous, mais aussi d'autres qui le disent pour nous. Donc ça c'est vraiment, c'est l'ensemble des deux choses, je trouve, qui est intéressante. Et bien sûr, dans ce cas-là, ça rapporte, c'est sûr. J'ai le micro, merci. Je vais aller effectivement dans le même sens. Je pense que nous, ça a déjà quelque part rapporté, déjà en interne par rapport aux collaborateurs, puisqu'on avait au début un certain nombre de personnes qui étaient en CDD
Et pour moi, c'était important de pouvoir offrir une stabilité aux collaborateurs. Donc, on a réussi à mettre tout le monde donc, en contrat indéterminé. Au fur et à mesure des années, puisqu'on est passé encore une fois donc, voilà, de 3 personnes, on a fait un pic à 35, là on est redescendu à 25 puisqu'on a une partie qui travaille en Allemagne. Après, on essaie aussi de beaucoup former les collaborateurs. On est sur un marché où, avec la réforme de la formation professionnelle, donc les politiques sont partis. Donc c'est pas simple tous les jours. Voilà, donc c'est pas simple tous les jours. Du coup, on veut pas non plus que nos... On en est persuadé, mais pour l'instant on est en plein dedans et dans le brouillard surtout. Donc du coup c'est un peu usant pour les collaborateurs et donc on essaye de les former, de les informer, de les motiver, de leur laisser aussi du management participatif, la possibilité donc de prendre aussi un certain nombre de décisions pour la satisfaction encore une fois du client. Donc je pense que ça a déjà rapporté. Après le coût, alors oui forcément, bon, nous on est une petite structure donc on n'a pas les moyens que peuvent avoir des grands groupes, donc on a beaucoup de créativité et encore une fois j'ai de nombreuses personnes dans la société qui ont beaucoup d'idées, donc voilà, on essaye petit à petit de faire en sorte que ces idées puissent vivre, donc des idées qui sont parfois à moindre coût, qui coûtent pas grand chose, donc c'est possible de le faire avec pas forcément beaucoup de moyens. C'est ça. En réalité, déjà vous êtes une démonstration vivante du fait qu'on peut faire de la RSE dans des petites entreprises et d'être rentable. Donc ça déjà, si vous voulez, ça casse l'idée selon laquelle, c'est ce que tu viens de dire, pour faire de la RSE, il faut beaucoup de moyens, il faut être une grosse boîte. Donc exit cette idée reçue-là. La deuxième chose, pour ce qui concerne ce que ça coûte et ce que ça rapporte, moi ce que j'ai appris avec le temps, parce que je passe mon temps à faire des mesures économiques de ce que ça coûte et de ce que ça rapporte, c'est que les coûts sont visibles et les bénéfices sont cachés. On était en train de parler de la formation professionnelle à l'instant. Nous, on sait dire, par exemple, les points de valeur ajoutée qu'une entreprise va générer à partir du moment où elle forme un petit peu plus ses collaborateurs. Voilà. Et ça se mesure. Donc la rentabilité de la formation, on la connaît. Maintenant, facialement, on va dire, ma formation, si j'en faisais un peu moins, ça rapporterait, parce que j'allégerais mes charges. Voilà. On sait ce que coûte et ce que rapporte une politique qualité. C'est la non-qualité qui coûte, c'est pas la politique qualité. Voilà. Et à nouveau, on connaît les taux de rendement d'une politique qualité. On a fait la démonstration dans une boîte de ce que rapportait, tenez-vous bien, la certification ISO 14001. Alors que tout le monde se dit, mais ISO 14001, c'est une usine à gaz environnementale, ça crée des contraintes, des trucs et des machins. Faux. Ça coûte, bien sûr, mais quand on regarde toutes les économies qui sont générées au niveau de l'énergie, au niveau de la valorisation des déchets, au niveau de la réduction des déchets à la source, au niveau des économies d'eau, etc., l'entreprise, elle est, bon sang de quoi, mais rentable avec son 14001, voyez-vous. Voilà. Donc en fait, ça c'est quand même quelque chose de très intéressant, d'arriver à montrer qu'on est une toute petite boîte, une moyenne, etc., on est capable de faire de la RSE, et puis quand on regarde ce que ça coûte et ce que ça rapporte, eh ben, il y a une autre idée reçue qui tombe. Monsieur le député, une petite... Alors, moi, j'essaie de répondre à la même question en tant qu'ancien entrepreneur. Moi, j'ai envie de résumer un peu, peut-être moins de trésor, plus de valo, sur ce que ça rapporte. Et en faisant peut-être le lien, parce que vous avez tous les deux parlé, tous les quatre, parlé des impacts clients. Ça, je crois qu'il y a quand même une mutation en cours sur le consommateur, parce qu'on va le résumer un peu rapidement. Salariés, évidemment, avec la nouvelle génération. Et je fais un petit lien, parce que je parle de valo, avec les investisseurs, évidemment. Et on est dans ce contexte où, pour grandir, il faut parfois lever des fonds. C'est parfois une contrainte très forte qui pèse sur l'ESS, sur les entreprises de l'économie sociale et solidaire, parce qu'elles ont des difficultés à verser des dividendes, etc. Il y a un rapport au capitaux propres qui n'est pas le même que dans les entreprises dites traditionnelles. Or, là aussi, il y a des mutations, il y a des choses intéressantes qui se passent. Donc, si j'en reviens à Pacte aussi, c'est un message qui est français, mais qui est aussi international. Je pense que l'enjeu de dire, parce que les entreprises françaises ont une longueur d'avance en matière de RSE, et je suis convaincu que c'est le cas,
elles ont une capacité à mieux intégrer le temps long, donc à faire de l'innovation, donc à être gagnantes dans la mondialisation, mais venez investir dans nos boîtes. Et je crois que le ministre de l'économie et des finances demain, il doit prendre son bâton de pèlerin et aller vendre ça dans le monde entier, en plus de dire qu'on a levé quelques freins sur les seuils, sur les complexités qui peuvent peser sur la création d'entreprises, sur aussi la fin de vie des entreprises. Tout ça, on va le faire, mais j'ai envie de dire, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Et donc, il y a cette participation. Et c'est pour ça que je crois, moi, et j'en profite parce que les membres du gouvernement sont partis, il y a quelque chose qui n'est pas dans le projet de loi à l'heure actuelle, mais je crois pouvoir dire que les parlementaires vont le porter, vraiment, qui est le fait de permettre d'avoir dans la loi un statut d'entreprise à mission. Et je pense que c'est extrêmement important parce que si on fait simplement ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur code civil et même code du commerce sur les conseils d'administration, je crois qu'on ne parle pas beaucoup au PME. Je crois qu'il n'y a pas grand monde ici qui a créé une entreprise en ayant entendu parler de l'article 1833 ou 1835 du code civil. Peut-être plus récemment parce que vous avez eu quelques tribunes sur le sujet, mais en tout cas, moi quand j'ai créé ma boîte, je n'en avais jamais entendu parler. Et donc, je crois que si on fait ça, les grandes boîtes, elles vont s'emparer du sujet, pas de problème, raison d'être, etc. Elles l'ont toutes dans les cartons, et elles vont faire beaucoup de marketing avec, et tant mieux, d'une certaine manière, tant mieux, pas de problème. Mais il ne faut pas qu'on oublie les petites entreprises sur le bord de chemin. Et donc, moi je crois que ça sera quand même nécessaire d'avoir cet outil pour cranter les choses, pour d'abord mettre les mots. L'un d'entre vous utilisait cette expression de dire, ben, moi si je veux devenir une entreprise à mission, donc inscrire dans mes statuts la mission d'entreprise que je peux définir, en plus de gagner de l'argent, ça va m'obliger à mettre les mots. Ça sera aussi un outil pour parler à toutes les parties prenantes, dont les clients, pour dire moi je suis juste une entreprise à mission, pour faire une différence. Il faut donner un petit peu le cadre. Il ne faut évidemment pas que ce soit une usine à gaz, c'est une condition absolue. Il faut que ça ressemble. L'idée d'ailleurs que moi, je souhaite porter, c'est de se dire qu'on parte de tous les statuts existants d'entreprise, et même de l'ESS, SCOP, SKIC, SAS, SA, etc., et qu'on y ajoute quelques critères, ouvrir son objet social et donc inscrire sa mission dans ses statuts, quelques critères de gouvernance, mettre en place un comité de l'objet social élargi pour qu'on puisse avoir une analyse d'un tiers qui oriente l'entreprise et qui dise ben ouais, vous suivez bien votre mission ou pas, et notamment le dirigeant suit bien sa mission ou pas, à discuter, mais peut-être quelques critères de certification extérieure, Lucie ou autre. Et donc, ayant fait ça, on ajoute à son statut particulier, SA, SAS, etc., le fait d'être une entreprise à mission. Et je pense que ce point de crantage-là, il sera très nécessaire aussi pour une autre raison. C'est que si on ne fait pas ça, on va tomber que dans la labellisation. Et si on n'est que dans la labellisation, je le dis de manière triviale, mais on va se faire bouffer par les Américains. Ils ont un modèle on ne peut plus shareholder value, et ils ont créé la Benefit Corporation, dans la loi d'ailleurs. Mais en plus de ça, ils ont enchaîné par le label B Corp, que je suis certain que beaucoup d'entre vous connaissent ici. On est là, vous êtes B Corp, voilà. Et donc, c'est intéressant. Mais ce sujet-là, c'est aussi une bataille de soft power dans le monde. Et moi, j'y crois vraiment en disant on a un modèle de capitalisme français, de capitalisme européen qui va être gagnant dans la mondialisation. Mais s'il n'y a que les Américains qui labellisent B Corp à tour de bras, on va perdre allègrement cette bataille-là, même si on a tout le temps d'avance, etc. Donc, le fait de le mettre dans la loi, je suis certain qu'on sera regardé par le monde entier si on invente effectivement demain à l'entreprise à mission. Thierry, tu voulais rajouter un truc? Ouais, je voulais rajouter un truc sur le culturel. On a parlé du besoin de changement culturel si on veut changer le monde autour de nous. Alors, juste pour dire que nous, on a effectivement notre mission qui est inscrite dans nos statuts, déjà, comme le suggère l'ICORP, effectivement. Mais je voulais parler de cette ambition. Je pense qu'il faut qu'on change de regard sur les dirigeants et sur l'ambition des dirigeants en France, des dirigeants d'entreprise en particulier. Je trouve que les dirigeants français sont très peu ambitieux. Pour moi, l'ambition, si c'est de montrer sa résidence secondaire, sa belle bagnole à ses copains le week-end en disant « j'ai gagné tant cette année », je trouve que c'est petit bras. En fait, je trouve que c'est pas du tout ambitieux. Je trouve que ce qui serait ambitieux, c'est que nos dirigeants demain portent l'idée de changer le monde en tant que dirigeants. C'est-à-dire qu'ils prennent conscience qu'en tant que dirigeants d'entreprise, ils ont la possibilité d'influer énormément sur ce qui se passe autour d'eux et de réellement changer le monde pour qu'il soit meilleur pour eux, pour les autres. Voilà, je voulais juste. Et pour moi, ce changement culturel, si tant qu'on continue à regarder des dirigeants d'entreprise parce qu'ils ont des grosses fortunes personnelles comme étant des modèles
de ce que devrait être un leader demain, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Voilà, c'est ça que je voulais simplement rajouter à Mais c'est un bon point de débat parce que, vu de ma fenêtre, les dirigeants, c'est pas ça. C'est-à-dire que, en ceci, je suis pas tellement d'accord avec toi, c'est-à-dire que moi, quand je vois effectivement la raison pour laquelle les entrepreneurs entreprennent, mais c'est jamais pour des raisons de pognon, puisqu'ils sont pas sûrs de gagner. Donc tu le fais pour une autre raison. CAC 40. Non, bien sûr. Je te parle de toutes les... Je ne parlais pas des entrepreneurs, je parlais plutôt des dirigeants d'entreprise qui gèrent des millions d'emplois. Quand tu crées ta boîte, tu peux tout perdre le lendemain. Donc si tu fais ça, c'est pas pour gagner. Tu as un petit espoir dans un coin. Tu te dis, je vais peut-être y arriver, peut-être pas y arriver, mais c'est parce que tu as un autre moteur qui te pousse. Si on écoute ce que vous avez dit, et toi le premier, on voit bien que ce qui vous pousse, c'est pas le pognon. Peut-être qu'il y aura cette gratification au bout d'un moment, mais c'est pas ça qui vous a fait lever le matin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne sens pas le désaccord. Un mot très rapide, moi je crois au business et à la liberté d'entreprendre. Et je crois qu'il faut qu'on soit très attaché à ça. Le jour, j'étais avec le profil qui accompagne l'entreprise à mission, etc. Et on se disait, il ne faut pas qu'on ait un discours philanthropique, sinon on ne sera pas entendu. Et donc, il y a aujourd'hui des entrepreneurs qui ne veulent pas faire ça. Mais il faut se dire que les entreprises à mission de demain, elles réussiront mieux que les autres. C'est pour ça qu'il faut le faire. Pas pour forcément avoir ça. Ou en tout cas, il faut laisser la liberté aux gens de faire leur boîte pour les raisons qu'ils veulent. Pour aller dans ce sens-là, en fait, je trouve que c'est aussi la conception que chacun, tous, pas seulement les dirigeants, se font d'une société, une entreprise, on disait société, une entreprise. C'est là dans la tête des gens, l'entreprise, elle est un outil, elle sert à rapporter de l'argent aux actionnaires, elle est très financière, enfin la définition juridique est très financière, et on ne voit pas toujours le fait que les entreprises sont dans un tissu de société. Si chacun dans nos sociétés, à nous en tout cas je parle, va acheter, pouvoir manger, acheter de quoi, acheter ses sous-vêtements, pouvoir faire vivre ses enfants, c'est parce qu'il a un travail. S'il a un travail, c'est parce qu'il travaille dans une société. Et j'imagine que tous, que ce soit les dirigeants et les salariés, ils ne regardent pas que leur fiche de paie, ils ont chacun envie de, je sais pas, laisser quelque chose pour ses enfants, accomplir quelque chose dans sa vie, tout le monde à tous les niveaux. Et donc c'est plus, je trouve, la conception de l'entreprise qui devrait évoluer, en disant c'est pas que mercantile, peut-être la conception que les actionnaires, les fonds ont de ces sociétés-là, et le temps aussi que les fonds ont, je rentre à un endroit, je vais sortir dans 5 ans, c'est un temps assez court pour faire quelque chose, donc c'est plus cette culture-là qu'il faudrait changer, et après les personnes feront le reste, et le ninja il est partout, enfin c'est vrai. C'est exactement ça. Moi je pense qu'effectivement il faut que chacun porte sa pierre sur le monde ninja, et on parle des patrons, on parle des statuts, du gouvernement. Je pense que c'est aussi à chacun de nous, quoi, en tant qu'acteur, demain matin dans votre boîte, allez voir le patron, la personne qui est dans l'équipe, vous tapez à la porte, dire pourquoi on fait pas ça? J'ai vu ça dans ta boîte, c'est cool. Et je pense que c'est tellement important d'avoir des gens qui, à l'échelle individuelle, portent des idées, arrivent en disant tiens, j'ai vu ça, c'est cool, c'est ça qu'on va faire. Et tu reviens. Et si tu me dis non, bah tu reviens. Et si on dit non, bah tu reviens, quoi. Et je pense que c'est. Voilà, faut pas essayer de trouver la responsabilité chez les uns les autres, et c'est avant tout porté par chaque personne dans chaque boîte. Si vous n'êtes pas content de votre boulot, de votre boîte, barrez-vous, allez ailleurs et secouez à tous les niveaux. Et je pense que c'est aussi comme ça que ça avance. Chers amis, le temps est écoulé. Voilà, donc je crois que j'ai la lourde charge de faire la conclusion. Donc je vais faire la conclusion. Voilà. Merci à tout le monde pour la participation, pour l'attention. Merci à vous d'être venus témoigner de tout ce que vous faites. Je vais conclure en trois points, si vous voulez bien. Le premier point, je l'ai dit aux membres du gouvernement quand ils ont quitté la salle, et c'est quelque chose de très très important pour tous ceux qui ont à cœur de faire bouger les choses. C'est qu'il y a encore autour de la RSE une vaste ignorance. Voilà. On a fait, nous, des calculs, des statistiques. Je vous ai dit tout à l'heure, je suis dans le sujet depuis maintenant très longtemps, un quart de siècle. Quand on demande aux entreprises aujourd'hui qu'est-ce que c'est que le développement durable, qu'est-ce que c'est que la RSE, on a une réponse qui est correcte dans 2 cas sur 10.
Et dans 8 cas sur 10, on n'a pas la réponse qui est correcte. C'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui ne savent pas très bien définir le sujet, c'est très souvent réduit à la notion d'écologie. Donc ça, on a une question d'ignorance. Le deuxième élément qui est en contradiction fondamentale avec le premier point, c'est qu'on a une question d'urgence. Donc je ne vais pas faire mon Nicolas Hulot, mais l'année dernière, en 2017, il y a eu une publication scientifique qui est sortie qui nous indique qu'en 30 ans, on a 80% des insectes volants qui ont disparu. 80% des insectes volants qui ont disparu en 30 ans. Si ça ne vous fait pas froid dans le dos, si ça ne vous inquiète pas pour vos enfants, moi ça m'inquiète pour les miens. Voilà. Donc on a une ignorance d'un côté et on a une urgence de l'autre. Et puis le troisième point, qui devrait normalement être un levier, mais qu'on a du mal à propager, donc il faut le faire, c'est cette idée que la RSE se combine parfaitement bien avec, ça a été toute la deuxième partie de notre table ronde, avec la performance. Voilà. Quand on fait de la RSE, à la fin de la journée, on a une entreprise qui est plus pérenne, qui est plus solide sur le plan financier. Toutes les démonstrations ont été faites là-dessus. Il y a eu une étude scientifique qui a été faite par France Stratégie il y a 2 ans qui nous montre effectivement que les entreprises RSE sont 13% plus rentables que les autres. Nous, on en a fait 100 bilans économiques. Il y a eu une étude qui a été faite par le CJD, la Banque de France, qui montre que les entreprises RSE ont une meilleure santé financière, un meilleur rating financier que les autres. La démonstration a été faite 10 fois. Voilà. Et on continue de propager l'idée selon laquelle, quand on fait de la RSE, on se rajoute des contraintes et on se fragilise. C'est juste l'inverse de la réalité. Mais cette performance, elle est d'autant plus cruciale que nous avons le point précédent, qui est le point de l'urgence. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, Arnaud, tu dis le mot de la fin, du mot de la fin, du mot de la fin.